Bonjour tout le monde, c'est Loïc. Encore une fois, on est samedi le 13 juillet. C'est un peu venteux à l'île Maurice actuellement. Apparemment, on aura du vent jusqu'à la fin de la semaine prochaine. J'espère que vous vous tenez bien au chaud et je passe la parole à Audrey. Bonjour Audrey. Salut Loïc, bonjour Reshma et bonjour Chris. Aujourd'hui, nous avons un invité, Chris Valaïdo en l'occurrence, constitutionnaliste, et puis il nous en dira peut-être un petit peu plus sur sa personne. On l'a invité aujourd'hui spécialement parce que l'actualité de la semaine a quand même été, enfin, encore une fois, mais encore été dominée par les agissements du speaker qui a tendance, même si la majorité dit que c'est la faute de l'opposition, le speaker a quand même pas mal pas dépassé les bornes, mais enfin quand même, on se demande jusqu'où il va aller. D'ailleurs, l'émission de décryptage de l'Express hier disait est-ce que Xavier Duval pourrait remplacer le speaker. Mais enfin, en attendant de savoir déjà c'est jusqu'où le speaker peut aller, qu'est-ce qu'il peut faire. Chris a préparé un papier qui paraîtra très certainement dans l'Express de lundi sur le fait que, ben non, rien n'empêche de poser des questions sur les mairies et les collectivités locales. Il va nous expliquer pourquoi. Il y a eu aussi, il faut savoir qu'en fin de séance, alors normalement, puisqu'on ne peut plus poser de questions sur les collectivités locales et les municipalités, ben, comment vont faire les députés pour traiter des questions qui touchent à la vie de leur mandant? Donc du coup, l'ajournement, l'heure de l'ajournement était dédiée à ça. Sauf que cette semaine, mardi, quand les députés, notamment Johanna Béranger et Osman Ahmed, ont voulu poser ces questions-là, le speaker a dit ah ben non non non, je suis vexé, vous pouvez pas poser de questions parce que vous ne vous êtes pas levé quand je suis arrivé ce matin. Donc là, on est vraiment dans un on va voir si Chris estime que c'est une dictature, un bafouage total de la démocratie. Enfin, donc déjà, Chris, bienvenue. Merci, Est-ce bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. pas de Ça quoi? me fait Est-ce que alors, plaisir est-ce qu'un élu, de parler, oui. vas-y, est-ce qu'un Non, ça me élu fait doit plaisir forcément se lever? de parler de ces choses-là. Ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer. J'espère que je vais être objectif dans l'approche que je vais prendre. Enfin, j'ai essayé toujours de l'être. J'ai moi-même fait quelques années au Parlement, mais ce n'est pas que ça. J'ai aussi étudié la question au niveau universitaire, donc sur la procédure parlementaire, et je vois que la situation vraiment, elle va en périclite, hein. On est dans la phase de déchéance politique Mhm. et la démocratie parlementaire est en train de sombrer en même temps dans le sillage de tout ça. Et pour revenir à la question du speaker lui-même, ben, je crois qu'il y a deux volets importants dans la question. Il y a un premier volet, il y a un volet politique, il y a un volet technique. Bien que je m'intéresse beaucoup plus au volet technique, c'est-à-dire voir s'il a raison ou bien s'il a tort, ou bien s'il est vraiment objectif et tout ça, voir ce que disent les lois, ce que disent les standing orders, ce que disent la Constitution, ce que dit le droit parlementaire, disons, mauricien, là-dessus. Ça, c'est une chose, mais il y a le volet politique. Et je crois que nous sommes en train, enfin les médias, enfin moi peut-être inclus, et nous sommes en train de tomber dans un piège que nous tend le parti politique au pouvoir. Ils veulent se débarrasser de Fokir. Mhm. Alors, ils attendent que les arguments viennent de l'opposition pour dire ça. Et parce que Fokir, rattaché au MSM, est un boulet. C'est-à-dire que si le MSM va, enfin ça c'est un côté politique, comme je vous dis, c'est une question d'opinion beaucoup plus. Si le MSM va avec Fokir aux élections, il risque de euh, de perdre quelques points, comme on dit en Maurice. C'est-à-dire que, parce que Fokir, c'est un boulet que le MSM aura attiré. Donc, Pour la les stratégie. élections, parce que là, excuse-moi, il leur sert, il lui sert à la majorité en censurant les questions,
en bloquant des PNQ. Enfin, d'une certaine manière, il leur est utile en ce moment. Oui, actuellement, il est utile, mais pour les élections, ce sera, comme a dit quelqu'un, je crois, que j'ai écouté sur Décryptage, c'est un, Fauquier est un liability, comme on dit. Je ne sais pas comment on C'est dit ça en une- français, mais Mm, c'est un boulet que le mm. MSM va tirer. Et le MSM a tout intérêt à se débarrasser. Comment le MSM va se débarrasser de ça, comme d'autres aussi, hein, comme ceux qui ont fait beaucoup de scandales aussi. Mais là, comme si les médias sociaux sont en train d'offrir à Jagnat une occasion de faire la pression sur Fauquier. Fauquier est utilisé et rien n'est dit qu'il ne se reviendra pas une fois le MSM revenu au pouvoir. Hein. Mais là, je crois que tout le monde, nous sommes en train de tomber dans un piège, de piler sur Fauquier. D'ailleurs, je voulais attirer l'attention de certaines personnes là-dessus pour dire arrêtez de piler. Si vous voulez le départ de ce gouvernement, il faut il faut s'arrêter quelque part. Il faut s'arrêter de piler sur Fauquier parce que Fauquier est un atout pour vous. Fauquier, comme si un political agent pour l'opposition. Mm. Euh, si on continue à taper sur Fauquier, Jagnat viendra demain et dit bon, on va le mettre dehors. Et voilà, vous voyez ça. Bon, il y a l'autre côté politique. Bon, c'est un peu de la rumeur que Adrien Duval va venir le remplacer et tout ça. Bon, ça aussi, ça compte quand même. Parce que ça peut être un élément que Duval maintenant va dire, vous voyez, on a demandé que Fauquier parte et il est parti, des choses comme ça. Donc Fauquier, il est un peu comme on dit dans un jeu de dames à Maurice, une caution, comment nous dire, il est pris dans un piège, mais je crois que ce sont les médias, les observateurs politiques, sont en train de faire une erreur grave, et même les politiciens de l'opposition, de piler sur Fauquier, alors que leur intention ça ne devrait pas être ça si leur intention c'est de faire partir Jagnat. Enfin, bon, ça c'est le côté politique concernant toute la discussion qu'on est en train d'avoir sur Fauquier, que je trouve peut-être un peu dérangeant, parce que il fallait laisser Fauquier comme ça jusqu'aux prochaines élections et l'associer au MSM si on veut que le MSM traîne ce boulet. Ça, c'est le côté politique sur lequel, comme je vous dis, ce sont des questions d'opinion. Les gens peuvent être contre ou tout ça. Mais sur le côté technique, là, il y a vraiment, ça c'est un grand cafouillage. C'est du surréalisme, comme je vous dis, au niveau du droit parlementaire. C'est du surréalisme, c'est des choses qu'on n'a jamais vues, et c'est pas seulement avec Fauquier. Ça a Mm. démarré peut-être, on peut dire, avec même Anoumanji. Mais il ne faut pas oublier aussi, il faut ne pas avoir la mémoire trop courte, parce que même en 83 avec Ajaï Déby, aujourd'hui, bien sûr, il s'est repenti et tout ça, mais on a eu des scénarios identiques, peut-être pas sous la même forme, pas avec le même vocabulaire, collective, flush fistman out, et avec cette même grossièreté dans les manières. Mais on avait eu quand même les sournoiseries du gouvernement au pouvoir à travers le speaker. Moi-même, j'étais, vous savez, un des clerks at the table du Parlement, donc je connais un peu comment ça s'est passé. Mais depuis 10 ans, on peut dire que parfois les règlements intérieurs, les règles euh, fondamentales du droit parlementaire mauricien, qui n'est pas écrit vraiment. Personne n'a essayé d'écrire tout ça, mais bon, on sait de quoi ça. Il s'agit premièrement, de la Constitution, bien sûr, parce qu'on parle de la procédure parlementaire aussi dedans. Il y a les standing orders de l'Assemblée nationale qui nous a été livré par les Anglais depuis les années 1950, qu'on a bien sûr corrigé un peu, mais pas beaucoup. Il y a les lois, par exemple le Legislative Privileges Act, tout ça, Privileges, Immunities and Act qu'on a. On a un ensemble de textes sur le Parlement. Mais essentiellement, ce sont les standing orders et la Constitution qui jouent. Et je trouve qu'il y a eu un délitement au niveau du droit parlementaire, dans le sens où
il y a des standing orders qui n'ont pas été suivis à la lettre. Hier, on a eu un exemple, j'ai vu ça peut-être, j'ai vu ça dans une des vidéos qu'on a montré, comment il fait pour nommer Eshan Juman, par exemple. Name Eshan Juman. Or, les standing orders précisent bien dans quelles conditions on peut name quelqu'un, quelles sont les procédures à faire. Alors, le type, lui, il se met debout, dit I name you. Mais sur quel droit? Sur quel standing order il se base? Donc, il y a eu une violation des standing orders qui ne date pas, c'est pas nécessairement avec Fauquier seulement, mais même avec Hanumanji, j'ai écrit là-dessus comment non seulement on interprète mal les standing orders, mais on fait preuve d'une ignorance des standing orders. Et je crois qu'il y a un problème de fond au niveau du speakership. C'est les personnes qui conseillent le speaker sur les announcements qu'il doit faire, sur les rulings qu'il doit faire, ne font pas bien leur travail, ou bien soit ils ignorent, ou bien ils font semblant de ne pas savoir, mais seulement, là, pour prendre l'exemple de la semaine dernière, où le 2 juillet, il y a eu une annonce du speaker, soit dit que les questions sur les collectivités locales ne peuvent pas être posées. Mais c'est faux. C'est-à-dire que, après, il a cité une partie de Erskine May. Erskine May, c'est un livre, enfin, c'est un peu la Bible, comme on dit, de la procédure parlementaire à the House of Commons, à la Chambre des communes. Donc, et il a cité une ligne, un premier paragraphe du chapitre 22.17, ce qu'il dit. Et moi, je suis allé voir. Heureusement, j'ai une vieille copie aussi de Erskine May, mais c'est disponible en ligne, les gens peuvent aller voir, qu'il n'a cité qu'une ligne extrait de ce paragraphe 4. Alors, si vous continuez à lire tout ça, il vous donne beaucoup de cas où les questions peuvent être posées sur les collectivités locales, c'est-à-dire sur les district councils et les municipalités. Il y a des questions. Bon, ça, sur le côté technique, c'est-à-dire qu'un étude, enfin n'importe qui va lire ce que j'ai écrit à être publié, j'ai mis tous les points, j'ai fait toutes les observations pour démontrer qu'il ne cite qu'une partie. C'est une citation sélective. Et alors que quand vous lisez le paragraphe, il y a beaucoup d'endroits où ils disent qu'il peut poser. Mais ça, c'est un détail. C'est un détail. Parce que le fond du problème, c'est que c'est une règle fondamentale dans le droit parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement vote de l'argent, c'est-à-dire les représentants du peuple votent de l'argent pour être dépensé par les entités, par les institutions, par les ministères, tout ça, et que ces entités ou ces ministères sont redevables au Parlement, aux représentants du peuple. C'est le principe de la démocratie parlementaire, accountability. Il faut être accountable au Parlement. On ne peut pas dire que on a donné 5,2 milliards de roupies au Ministry of Local Government, Deputy Prime Minister, ou bien, oui, c'est ça, Deputy Prime Minister, non, adjoint, enfin le vice-premier ministre et Local Government, il a obtenu 5,2 milliards du budget national. He is accountable pour ça. Alors, venir dire que non, parce que toutes les institutions sont accountable, que ce soit les cours de justice, les juges, le judiciaire, que ce soit même l'Assemblée nationale, pour toutes nos dépenses, pour toutes les dépenses qu'on est en train de faire, ils sont accountable. Le Prime Minister's Office, il est accountable pour tout l'argent qu'il a pris, qu'il prend du contribuable, parce que ça a été approuvé dans le Finance Act. Ça a été approuvé par le peuple. Ils sont redevables vers le peuple. Là, on ne peut pas dire qu'il y a une exception. Ce sont les collectivités locales qui ont pris enfin, sur le ministère, hein, bien sûr, il y a une bonne partie qui va aux collectivités locales dedans, 5,2 milliards de roupies qui ont été votés par les représentants du peuple et qui ne seront pas accountable. Ça, c'est le deuxième point et c'est, je pense, le point le plus important. Troisièmement,
il est toujours dit que le ministère est responsable du policy. Qu'en est-il des questions concernant le policy? Donc, je suis d'accord, on ne peut pas aller dans trop de détails parce que le ministre peut ne pas être au courant de ces détails-là. Mais dans les questions de policy, dans les grosses dépenses que font les collectivités locales, l'argent du public, je vais dire, et ils sont redevables, ils sont accountable. Et c'est faux de venir dire qu'on ne peut pas poser des questions là-dessus. Ce sera contraire aux règles du droit parlementaire mauricien. Il y a une autre chose. Il a dit qu'en Angleterre, c'est faisable. Skinmay, c'est pourquoi il cite Skinmay. Mais en Angleterre, le London City Council, il ne prend pas de l'argent seulement du gouvernement. Il a des rates, il a des fees, il y a beaucoup de sources de financement. Et bien sûr, peut-être il va être accountable aux citadins concernant l'utilisation de cet argent. Mais qu'en est-il de l'argent qu'il prend de l'État? Parce que les councils reçoivent aussi des grants du gouvernement. Oh là, le ministre, il est responsable. Il est responsable, les councils est irresponsable au ministre, et c'est le ministre qui doit reporter à la Chambre des communes. Donc ça, c'est un quatrième point que je dis. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les collectivités locales à Maurice ne sont pas les mêmes, ne sont pas financées de la même manière que les city councils de l'Angleterre. Donc, peut-être leur sens de redevabilité, tout ça, est différent. Mais pour Maurice, on sait qu'on a aboli les rates, les taxes immobilières ont été abolies, et la source principale, bien sûr, les district council ou municipalités reçoivent un peu d'argent, des patentes, des licences, je pense, comme ça, mais le gros de l'argent du budget provient du public, provient de l'argent des contribuables qui a été voté par les députés de l'Assemblée nationale, qui a été voté par le Parlement. Venir dire que les collectivités locales n'ont rien à faire avec, ne vont pas rendre compte de l'argent qui a été voté pour eux, je trouve que ça, c'est vraiment du surréalisme, c'est de l'incompris. Il y a comme ça beaucoup de choses que je dis, il y a, qui ne collent pas, qui ne va pas. Sur le plan technique, je dis, c'est pas politique du tout, ça. C'est un respect, c'est un respect d'une tradition aussi. Un Skinmay nous dit clairement, si c'est une tradition de donner des réponses sur une entité, il faut continuer à les donner. Parce qu'il ne faut pas être unduly restrictif sur les questions parlementaires. Dans le sens de la bonne gouvernance, dans le sens de la transparence, un speaker ne peut pas faire une interprétation qui est unduly restrictive des standing orders afin de barrer la route à la transparence, de barrer la route à l'épanouissement de la démocratie parlementaire aussi. Donc, je trouve qu'il y a une tradition à Maurice. Depuis tout le temps, on sait qu'on pose des questions sur les district councils. Et ça, c'est une innovation de venir dire. Mais, toujours, je dis, pour conclure, j'accepte qu'il y a des détails sur lesquels le ministre n'a pas vraiment de contrôle, n'a pas d'information. Mais ce qu'il vous dit encore une fois, ce qu'il vous dit, si c'est une information que le ministère est supposé de savoir, le député a le droit de poser des questions là-dessus. Si c'est une information que d'habitude le ministère est censé, il est habilité, il a le devoir de compiler, d'accord, le député, le Parlement, quelqu'un au Parlement a le droit de poser des questions là-dessus. Je pense qu'il y a tant de choses qui disent, mais puisque il sort une annonce comme ça, et c'est dommage qu'il n'y a aucun moyen de challenge cela dans notre système. C'est ça que j'avais demandé, parce que c'est ça, moi que j'avais demandé quand même. Hein. Quel recours, justement, pour contester? Ouais. Vous savez, nous arrivons à la fin de cette législature, comme on dit. Premièrement, si vous allez à la Cour suprême pour ça, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous savez, c'est pas efficace. Je suis avocat, je sais, je vous dis que c'est pas la peine de poursuivre
dans cette voie parce que le judiciaire, il a Même ses une affaire règles. constitutionnelle aussi. Comment? Même une affaire constitutionnelle aussi, on peut pas faire quelque chose dans ce sens, non? En Euh, Cour suprême, je me demande. oui, mais même ça, le temps que ça va prendre, Ça prend et du temps, le oui. mal, le mal est déjà fait, vous voyez. Je crois qu'il faut être réaliste avec cette manière où le pays est en train de gouverner. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et que seul un grand changement peut venir bouleverser. Mais ainsi va le système. Je ne dis pas que c'est ce gouvernement-là seul qui est comme ça. Un autre gouvernement va pouvoir faire la même chose et, et il y a vraiment pas de tout- toutes les personnes concernées qui sont affectées, disons par ça, ils vont pas aller. Je vois pas un député aller poser, ouvrir un cas maintenant, tester la chose en cours, démarrer un truc en Cour suprême. Donc, sur le plan pratique, il y a aucun recours. Le seul recours, c'est un recours politique, c'est-à-dire que les gens votent aux prochaines élections s'ils veulent de Fauquier et Jagnat, de ce tandem. Voilà, c'est pourquoi que je disais au départ, si vous le retirez dedans, bon, ça allège Jagnat de son truc. Mm. Et il faut toujours se dire que le speaker n'est qu'un mouthpiece, c'est que le spokesperson. Parce que Mhm. si le gouvernement était vraiment sérieux, qu'il respecte les règles, qu'il respecte les standing orders, que Fauquier respecte la Constitution et tout ça, je suis sûr que le Premier ministre l'aurait bring him to task, comme on dit. Vous voyez? Il l'avait fait avec Eudoyal qu'il a mis à sa place. Ben, je pense que si le Premier ministre était confiant que le type était en train de faner, comme on dit, il l'aurait mis à sa place. Mm. Mais vous voyez très bien que, comme l'a dit Audrey au début, ce type-là est en train de rendre un grand service. Il a rendu un grand service, comme Hanumanji l'a fait aussi, comme Déby l'a fait aussi dans le passé. Il ne faut pas oublier. Ils ont aidé, ils ont rendu un grand service au gouvernement du jour. Vous voyez? Ben, Fauquier est en train de faire la même chose. Et n'oublions pas que c'est un nominé politique. Et peut-être que le mal a commencé en 95 lorsqu'on avait dit qu'on a amendé la Constitution pour dire que même si le type n'est pas euh, élu, il peut devenir. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un de dehors qui n'a aucune légitimité. Voyez? Même s'il se fait appeler honorable, je ne sais pas pourquoi, mais même tout ça, il n'a pas la légitimité populaire, le type. Il est Mhm. là comme un peu mercenaire, un peu un, his master's voice, comme ça, il est en train de dire, il est en train de servir de bouclier au gouvernement MSM, il est en train de faire ce que l'autre lui dit. Le pauvre, il est un peu le messenger, comme on dit. Enfin, Chris, pas le pauvre, mais ouais. il dit qu'il est le messenger, il est en train de jouer la musique, parce que dans la fonction de speaker, dans la personne du speaker, il y a deux. Il y a il y a premièrement, c'est que le système l'oblige à faire. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais seulement, il y a, ça peut-être on ne peut pas le pardonner pour ça, il y a ses propres caractéristiques intrinsèques à lui-même. Il aurait pu faire la même chose, mais d'une manière avec plus de. Il n'aurait pas dit à quelqu'un de collect this pen, comme si on collecte un deskin, Not dangerous. aujourd'hui. Ouais. On ne dit pas flush this man out. Mhm. Parce que Mhm. quand on sait ce que veut dire le flush, mais ça, c'est le type lui-même. Je ne pense pas que Jagnat lui a dit de dire ça. Vous voyez? Ouais. Jagnat Les lui a dit caractéristiques. de mettre les bâtons dans les roues de l'opposition, oui. Mais le comportement personnel de ça, il y a deux aspects à voir dans le speaker. Mhm. Il y a un aspect, on peut dire, oui, le système est responsable, le Premier ministre est DSA, le MSM est DSA, c'est leur manière de faire, c'est leur culture du pouvoir qui est comme ça. Oui, mais il y a la personne, il y a l'homme lui-même, la Mhm. personne lui-même. Chris, j'ai une Et question. En oui, 95, pourquoi est-ce que, comme tu dis, on a allowed, ou le gouvernement de l'époque avait allowed qu'un non-député, un non, Non quelqu'un élu. non Non élu élu. puisse devenir speaker? C'était quelle raison à cette époque-là, hein?
Bon, ben, la raison, elle est toujours politique. Et ça, c'est un mal de notre système. Le système produit les possibilités à un gouvernement qui a plus de, je crois à l'époque, il avait plus 57 sièges, je crois, euh, 57, 57,3, je crois à l'époque, ben, il pouvait changer la Constitution parce qu'il fallait caser quelqu'un. On case les nominés politiques à des postes de speaker chez nous. Et non pas on regarde quelle est la valeur, qu'est-ce que la personne a comme indépendance d'esprit, quel est son sens d'équité, quelle est sa connaissance du droit, tout ça, c'est pas dedans. Et malheureusement, c'est le, le, la contradiction, le paradoxe dans tout ça, c'est que c'est ce même gouvernement qui a dit d'avoir quelqu'un du, qui n'est pas élu, qui se trouve aujourd'hui pénalisé aussi. Ouais, c'était voté par, je crois, les gens de l'opposition à l'époque, mais ils ne savaient pas que ça allait jouer contre eux. Vous voyez, ça, c'est le mal du système de notre pays. Ben, aussi longtemps qu'on ne change pas le système, ça va être toujours pareil, l'autre qui va venir. Je ne vois pas un gouvernement changer cette loi, parce que Et c'est ça le problème. si ben, bien sûr, ben, s'ils viennent, ils vont mettre quelqu'un de leur bord dedans pour rendre la monnaie Pour de faire la la pièce. même chose. En fait, on Ouais, part sur une tendance où ça va pas s'améliorer parce qu'ils voient que c'est possible d'aller le plus loin possible. Donc, aucun exactement. gouvernement n'y aura intérêt à changer Et- à changer la et- donne. Donc, ça va et- dégringoler, en fait. Exactement. Exactement. C'est la même chose qu'on dit pour la révision constitutionnelle. Cette constitution-là sert à un type de gouvernement. Et si je ne vois pas un autre gouvernement venir changer ça, ils vont, parce que la Constitution consacre comme si une monarchie constitutionnelle chez nous, pour ne pas dire une dictature ou bien un régime totalitaire. Il n'y a aucun truc que le Premier ministre ne peut pas faire si vous lisez la Constitution. Il peut tout faire. La seule chose qu'un Premier ministre ne peut pas faire d'après notre Constitution, c'est écrire les jugements à la place d'un magistrat ou d'un juge. C'est tout. Tout Hmm. le reste, tout le Mm. reste, lisez la Constitution, vous allez voir, même l'appointment of judge, la nomination des juges, ça doit passer par lui. On a eu l'exemple avec Jagannath le père, où il voulait mettre Sikuen à la place de Rengapillai. On a eu ça. Il y a eu bon, heureusement qu'il y a eu une pression populaire pour faire changer la donne. Mais pour vous dire que le Premier ministre peut tout faire dans ce pays-là. Il peut tout faire. Et c'est la Constitution qui est responsable de ça. C'est la Constitution de notre pays qui permet cela. Et est-ce qu'on voit un nouveau gouvernement venir changer cette Constitution qui lui donne autant de pouvoir? Moi, je suis un peu j'ai des doutes là-dessus, mais seulement c'est ce qu'on peut espérer. Mais il faut toujours militer pour ça. Il faut militer pour que, je crois que c'est le grand mal qu'on a dans ce pays, c'est la concentration de pouvoir. La concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne, en fin de compte. Il n'y a Hmm. pas de Hmm. cabinet government as such. Hmm. On a un prime minister government à Maurice. Et c'est consacré par la Constitution. Et vous savez, le problème de nos constitutions, c'est qu'il a été fait à une époque où il y avait des gens d'une certaine culture politique, d'une certaine culture du pouvoir, d'un certain niveau intellectuel, je veux dire, d'une certaine compétence, d'une certaine intelligence. Mais maintenant, quand vous avez toutes ces décrapitudes, comme on appelle, toutes ces personnes d'un niveau où servir le peuple, ce n'est pas la vocation politique maintenant. Servir le pays, c'est pas la vocation, c'est plus ça. Quand vous voyez tout ce débat sur le money politics, sur tout ce qui se passe, euh, bien sûr avec le communalisme dedans, venant s'ajouter à tout ça, je trouve que on est mal parti. Hmm. Et bon, c'est pas qu'on est mal parti. Moi, je suis un peu optimiste aussi. Je dis si on arrive à amender la Constitution, à réviser la Constitution, moi, je militerai pour ça, qui fait seulement une chose, réduire les pouvoirs du Premier ministre. En d'autres mots, puisque c'est un poste très émotionnel,
il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas, que ce soit les politiciens ou même le peuple, qui ne voudront pas un premier ministre pas trop fort, ben ça, ils vont être contre, bien sûr. Alors, la manière de présenter ça, c'est de dire donnons plus d'importance aux institutions, les rendre vraiment indépendantes. À ce moment-là, peut-être, on sera sorti de l'auberge. Mais on ne va pas sur ce truc. Audrey, on continue. Il y a quelques autres sujets. On Excuse-moi, fait Grace. vite, rapidement. Bon, vite fait pour l'histoire des cartes SIM. Reshma, tu as fait un petit topo là, finalement. Ouais, Le statu quo. ouais, un petit peu justement pour en parler, les affaires qui prennent longtemps en cours, justement les affaires constitutionnelles. Et des fois, on essaie le temps et finalement, ça donne grand-chose. Et là, l'affaire de Simcard qui avait commencé en mai. Et on est toujours en train d'écouter des témoins renvoyé une fois de plus la semaine dernière. Cette fois-ci, l'affaire va reprendre en septembre. Donc, après un mois de congé, la Cour suprême part en congé le 26 juillet, reprend Oui. le 2 septembre et l'audition des témoins reprend le 30 septembre. Donc, un mois après la reprise. Et aussi, le temps que termine avec les témoins, les plaidoiries. Donc, on se disait qu'on est parti pour des mois encore et le jugement sur l'affaire de Simcard sera avant novembre. Et peut-être après les élections ou avant, je ne sais pas, où il n'y aura pas, mais c'est pas pour de sitôt. Donc, quelque chose que on pensait que ça, on allait avoir un dénouement assez tôt pour les abonnés pour savoir est-ce qu'il faut se réenregistrer ou pas. Mais finalement, le statu quo. Mais par contre, ce qui est aussi inquiétant, comme on a été ressortir, c'est que les compagnies de téléphone mobile continuent à inciter les personnes à s'enregistrer, à se Oui, réenregistrer. ouais. Je remarque Donc, qu'il y a encore beaucoup de publicité. behind the curtains, ça se fait. Ouais. Je remarque qu'il y a encore beaucoup de Ouais. publicité sur les routes, les panneaux publicitaires pour enregistrer votre SIM card. D'ailleurs, écoute, moi j'ai enregistré mes 2 SIM cards, alors voilà, je suis C'est tombé ça. dans. Donc là, du coup, on n'est pas en train de dire aux gens que si vous ne réenregistrez pas, les cartes vont être désactivées parce qu'ils n'ont pas le droit de désactiver les cartes tant que la Cour suprême ne se prononce pas. Mais là, comme si d'un autre côté, ceux qui sont en train de faire, pas dire que les cartes vont être désactivées, mais leur dire qu'il faut, comme si les encourager, les inciter à se faire réenregistrer. Mais du coup, le temps que ça va prendre et le lobbying qui est en train de se faire behind the curtains, ben, il y aura beaucoup plus de gens qui vont le faire. Ceux qui refusent, mais il y a des personnes aussi, les employés, les corps, les corps paritatiques dans les gouvernements, les ministères, où on organise carrément des sessions de re-registering pour que les personnes, les employés viennent réenregistrer leur SIM card. Ouais, donc là, je crois qu'on est parti jusqu'à novembre ou peut-être même après tout. Oui, sachant qu'autant il y aura une partielle parce que tout le monde dit non. Je ne suis pas sûre que ça dérange Pravin Jagnat de dépenser 17 millions d'argent du peuple. Oui. Il me semble que non. Il me semble que non, ouais. Surtout qu'il a qu'un candidat et ça va être le sien. Au fait, la partielle, elle était un bluff, je crois, moi-même j'ai écrit là-dessus. C'était un bluff, mais c'est un bluff qui est en train de se transformer en un vol légal. C'est-à-dire on est en train de voler 17 millions du peuple et le MSM n'a rien à perdre à faire cette élection-là, compte tenu, après la nomination, oui, il n'y a que un candidat. Il y a seulement, je crois, Nina Ramdeni de l'Union Maurice qui soit capable de vraiment remporter quelques voix. Mais pile, il gagne et face aussi, il ne perd pas dans cette situation-là. Mais c'est le peuple qui va perdre 17 millions de roupies avec ça, parce que lui, il va l'utiliser à sa façon. Il va dire, bon, voyez, l'opposition, elle a peur et des choses comme ça. Et sûrement, il va remporter les élections compte tenu des moyens qu'il a et tout ça. Deuxièmement, il va dire, écoutez, nous sommes venus avec vous. Ça va aider aussi à Eudoyal qui s'est joint vraiment à eux de refaire la campagne au numéro 10 et tout ça, de refaire son image. Donc, il va gagner dedans. Donc, ce n'est plus un bluff, comme disent beaucoup. Moi-même, j'avais écrit, j'ai dit que c'est un bluff, il n'y aura pas d'élection partielle. Mais maintenant, compte tenu de la situation, et ça lui donnera encore un peu plus de temps. Parce que s'il dissout l'Assemblée maintenant, il aura
à faire les élections dans une période un peu plus rapprochée. Tandis que s'il va avec la partielle, il aura jusqu'au mois de mai à faire les élections. Donc, il aura un peu plus de leeway, comme on dit, plus d'espace Plus de à marge de décider. manœuvre. Oui, de marge de manœuvre. Donc, dans tous les cas, il gagne. Il gagne Ouais. en utilisant l'argent public. Donc, c'est plus un bluff, je crois. Le bluff s'est transformé en un vol Une en plein stratégie jour, peut-être. un vol légal. Daylight robbery, comme on dit. Ok. Reshma, tu avais un autre sujet? Il y avait Ça va faire long peut-être, non? peut-être un peu long. Ok, on fait Ouais, un. ça va. Ouais, parce que c'est assez complexe, ce truc-là, ouais. Ok. C'est complètement un autre secteur, on y reviendra dessus. Ça serait un peu Après. hors sujet par rapport au reste, ouais. Ok. Et Good. on wrap up. Yes. Je voulais juste mentionner que ce podcast va être en ligne demain, qui est dimanche. Et dimanche soir, à 11 heures, on a la finale d'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. Et j'espère que les fans, que ce soit anglais ou espagnols, vont être présents. Je crois que ça va être un très beau match. Et nous avons fait un podcast qu'on a lâché ce matin avec mon collègue Azmal pour discuter pendant plus d'une heure de temps sur les stratégies et les nouvelles. Je voulais surtout, avant que j'oublie, chapeau à Yamin Lamal qui a le plus jeune buteur dans l'histoire de l'Euro à l'âge de 16 ans, qui a scoré contre un but fantastique contre la France pour les éliminer en demi-finale la semaine dernière. Vraiment époustouflant. Voilà Audrey. Très bien. Bon, ben ça, c'est dit. Ouais. Merci beaucoup. Merci Reshma. Merci Loïc. Et merci beaucoup Chris. Quand tu veux, tu Merci. reviens.